Si tu veux un dos énorme en V pour cacher le soleil, ou alors porter tes enfants, ou bien même laisser plus de place aux haineux pour qu'ils puissent te critiquer, t'es au bon endroit. On va classer 22 exercices pour le dos, du pire au meilleur. Mais attention, il n'y aura pas juste un classement, il y en aura deux. Le premier basé uniquement sur l'hypertrophie et les 8 facteurs de l'hypertrophie. Tu connaîtras donc tous les exos pour un dos énorme. Puis ensuite, dans un deuxième tableau, je vais y ajouter des critères qui sont personnels et je t'expliquerai pourquoi, et là, ça va tout changer. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai une séance dos parfaite, bien répartie, épaisseur, largeur et tu pourras la tester dès demain. Et pour terminer, tu auras une liste de 5 conseils game changer qu'il faut absolument que tu écoutes, qui sont encore plus importants que les exercices que tu as sélectionnés. Pour ce classement, je me suis basé bien sûr sur la science, mais aussi sur notre expérience en tant qu'athlète, en tant que coach, ayant suivi plus de 100 000 personnes qu'on a amenées jusqu'à leur transformation. Bon, let's go pour avoir un dos énorme. Et pour avoir un dos énorme, il faut se rappeler des 3 piliers de l'hypertrophie par Schoenfeld, qui est le plus grand expert, en tout cas celui qui a fait le plus d'études sur le sujet. Et ces 3 piliers, c'est d'abord la tension mécanique. Et là, on est sur le plus important. En numéro 2, le stress métabolique. Et pour terminer, les dommages musculaires. Maintenant, pour ce classement, j'ai pris en compte les 8 critères les plus importants pour un dos énorme. Il y a tout d'abord le recrutement musculaire mesuré par l'EMG. Je l'ai dit juste avant, le plus important, la tension mécanique. L'étirement sous charge. La connexion mind-muscle, en gros, c'est le ressenti. Le profil de résistance, par exemple, avec l'élastique, il devient intéressant parce que ça nous aide plus là où c'est le plus difficile et ça nous aide moins là où c'est le moins difficile. L'amplitude utile, vous voyez bien que à gauche, l'amplitude est moins bonne. La stabilité, parce que bien sûr, le focus est moins bon quand vous êtes instable. Et enfin, la surcharge progressive, c'est-à-dire la capacité à ajouter du poids de manière progressive. Maintenant, si vous voulez plus d'infos sur ces critères, j'ai vraiment tout détaillé dans la même vidéo, mais concernant les pecs. Je vous invite à aller la voir. Mais à la différence de la vidéo avec les pecs, c'est que le dos, c'est pas un muscle, c'est une zone composée de beaucoup de muscles. Et les plus importants pour aujourd'hui vont être le grand dorsal, le grand rond, rhomboïde, extenseur des rachis, c'est-à-dire les muscles lombaires, et les trapèzes. Bref, c'est une zone très complexe, mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre aujourd'hui. Et ces muscles du dos, ils interviennent dans beaucoup de mouvements, comme l'extension de l'épaule, mais aussi l'adduction de l'épaule, la rétropulsion, extension horizontale de l'épaule, la rétraction scapulaire, la dépression scapulaire, l'extension de la colonne vertébrale et pour terminer, l'inclinaison latérale et la rotation du tronc. C'est donc parti pour le classement, mais juste avant, sachez qu'il n'y aura pas d'exercice combiné parce qu'ils sont mal jugés du fait qu'on ne met pas le focus sur un muscle en particulier. Donc pas optimal pour développer un muscle en particulier. Par exemple, j'aime beaucoup cet exercice pour le haut du corps, le push and pull all and mind. Mais si on se focalise uniquement sur le travail du grand dorsal, c'est pas celui qui va être le plus optimal en termes d'hypertrophie. Et on commence ce classement avec une des stars des exercices pour le dos, les tractions pronation, c'est-à-dire paume de main vers le bas. Les tractions au début, c'est difficile. Vous pouvez utiliser un élastique ou un graviton, mais c'est un très bon exercice qui est complet pour le dos. Vous n'avez pas toujours de bonnes sensations du fait que beaucoup de muscles entrent en jeu, mais c'est aussi facile d'ajouter de la charge, de faire une rep de plus. Et je vous conseille, quand vous êtes gainé, d'aller chercher 2-3 reps de plus grâce à l'élan contrôlé et en retenant bien l'excentrique et en gardant toujours une très légère flexion de coude. Je lui mets donc la note de B. On enchaîne maintenant avec les tractions supination, c'est-à-dire paume de main vers le haut. C'est un petit peu plus facile pour les débutants. On dit aussi que c'est les tractions des femmes. La position, elle est inconfortable pour pas mal de personnes. Elle peut amener des douleurs aux poignets, aux coudes, aux épaules. Et ça, surtout si vous utilisez la barre droite. Donc, privilégiez, si vous avez ces douleurs-là, les barres courbées. Et ça peut être un très bon exercice biceps en prise serrée, mais ce n'est pas la question. Je lui mets donc la note de C. Et pour terminer les tractions, on finit avec la prise neutre, c'est-à-dire paume de main face à face. Excellente position des mains, c'est beaucoup plus naturel. Vous avez un meilleur étirement que la prise pronation, mais vous manquez un petit peu de contraction d'amplitude sur la partie haute. Et je lui mets donc la note de B. On enchaîne avec les tractions australiennes. Très bien pour les débutants, bel étirement, mais c'est dur d'ajouter de la charge de manière progressive. Ça nécessite un bon gainage. Et pourquoi pas en finition quand vous êtes déjà cramé. Moi, perso, j'aime bien. Mais pour les critères d'aujourd'hui, je lui mets la note de D. On enchaîne avec le rowing en pronation. C'est un exercice très complet. On bosse toute la chaîne postérieure. L'amplitude, elle est bloquée par la barre, bien sûr. Parfois, c'est dur de ressentir les dorsaux. Il y a besoin d'une grosse poigne ou alors de bandes. Mais moi, perso, vous savez que j'aime pas en utiliser. Je lui mets donc la note de B. On enchaîne avec la prise supination. Alors, il y a une meilleure contraction, mais encore une fois, attention aux poignets, aux coudes. C'est pas adapté pour tout le monde. Et c'est un exercice plus risqué, notamment pour le biceps en position basse. Après le soulevé de terre, c'est sûrement l'exercice où on s'arrache le plus les biceps. Je lui mets donc la note de C. On enchaîne toujours avec un rowing, mais cette fois-ci avec une prise large et haute, à la Dorian Yates. Alors, c'est intéressant aussi pour bosser le haut du dos, mais ça manque quand même un peu d'étirement, pas très grosse amplitude. Je lui mets donc la note de C. On enchaîne encore avec un grand classique, le
T-bar. Pareil que pour le rowing, mais il y a un meilleur étirement, on développe plus de force en neutre, mais une moins bonne contraction. Perso, moi j'adore cet exercice, on peut mettre de grosses charges, mais l'amplitude elle est pas ouf à cause des disques. Donc parfois il y a des barres spéciales pour augmenter cette amplitude et je vous les conseille. Je lui mets la note de B. On continue avec le T-bar, mais cette fois-ci à la machine. Moi, personnellement, j'en ai pas dans ma salle. Mais ces machines-là, elles sont excellentes niveau étirement et contraction. C'est très intéressant à tout point de vue. L'amplitude est maximale. Pas de charge sur le bas du dos, donc vous avez une meilleure isolation. Mais il y a un gros souci pour moi avec cet exo, et je suis pas le seul. Ça coupe le souffle. Donc pour des séries bien courtes, où tu vas le faire presque en apnée, ou alors si vraiment tu mets pas de charge, ça va, ça passe. Mais sinon, quand tu commences à charger, ça comprime la cage, et c'est désagréable. Et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas mieux noté que en B. On continue avec le tirage planche. C'est une bonne alternative aussi, c'est pas très souvent présent dans les salles. Vous pouvez le faire vous-même avec un banc classique. C'est un peu plus risqué, certains cambrent trop et avec à-coup. Donc vous pouvez le faire aux haltères. Moi je préfère parce qu'il y a plus d'amplitude. Après c'est toujours un petit peu gênant parce que vous avez toujours ce poids sur la cage et l'amplitude qui peut être diminuée à cause du banc, à cause de la barre. Je lui mets donc la note de C, mais maintenant si vous le faites aux haltères et que vous n'êtes pas gêné par l'amplitude ou alors que vous avez une barre courbée, ça passe en B. On continue avec un grand classique, le tirage vertical à la poulie. Il y a les mêmes avantages que pour les tractions, mais c'est plus facile pour les débutants, c'est facile d'ajouter la charge progressivement. Bien droit, vous bossez plus la largeur, donc grand dorsal, grand rond, et inclinant en arrière, on met un petit peu plus l'accent sur l'épaisseur, c'est-à-dire trapèze et rhomboïde. Et pour cette version pronation, je mets donc la note de A. On enchaîne avec une variante, cette fois-ci c'est avec la prise serrée et neutre. Cet exercice aussi est très intéressant, il y a encore un plus grand étirement que sur la version pronation. Vous pouvez développer beaucoup de force et il pourrait presque être en A+, mais j'ai hésité et je le laisse en A. On continue avec les machines à la mode et pour une fois, la mode fait bien le travail. Le tirage horizontal à la machine convergent. Alors celles qui sont bien conçues, elles sont excellentes. Niveau profil de résistance, c'est stable, bon ressenti, mais le gros souci, c'est que quand tu commences à mettre des charges conséquentes, si tu as l'appui encore une fois sur la cage thoracique, ça va te l'écraser, te couper le souffle et ça peut être très désagréable. Et c'est malheureusement encore une fois pour cette raison que je lui mets juste la note de B. Par contre, maintenant, on enchaîne sur sa version unilatérale où vous pouvez prendre appui avec la main opposée à celle qui travaille. Là, c'est magnifique niveau sensation, contraction du grand dorsal. L'amplitude est maximale parce que vous n'avez pas les deux trapèzes qui vont venir se contracter l'un contre l'autre. Et si votre machine vous permet de faire aussi une petite rotation du poignet, alors là on est vraiment sur le top du top et je lui mets donc la note de A+. Après entre nous, cet exercice il est long, il est chiant, mais c'est pas la question. On continue avec le bûcheron aux haltères, encore une fois un grand classique. Cet exercice il est excellent, mais à partir du moment où vous commencez à prendre vraiment des charges conséquentes, les haltères deviennent gros et ça peut vous gêner selon la trajectoire du mouvement parce qu'on n'a pas tous exactement la même anatomie, donc la même trajectoire. Et je lui mets donc la note de A parce que avant d'en arriver là, il va falloir avoir un certain niveau. On enchaîne avec un autre bûcheron beaucoup moins connu cette fois-ci, au landmine. Et je trouve que c'est sous-coté, en tout cas cet outil d'entraînement est sous-coté. Ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de prendre appui sur vos genoux, de varier les angles selon le ressenti, la zone ciblée. Bien sûr, il faut qu'il y ait un rotor, un landmine pour le faire dans les bonnes conditions et pas prendre de risques. Et c'est juste parce que cet exercice n'est pas disponible partout et qui nécessite aussi d'avoir une grosse poigne parce que la prise est large ou de mettre des bandes que je lui mets juste la note de B. On enchaîne maintenant avec le tirage à un bras à la poulie. Ça fait partie un peu des stars du moment pour le dos et encore une fois à juste titre parce qu'il est excellent. Très bonne amplitude, notamment grâce à l'unilatéral. Vous pouvez aussi ajouter une petite inclinaison du buste en début et en fin de mouvement pour accentuer encore le travail. Il y a une bonne stabilité. En haut, on est plus sur le grand dorsal, grand rond et poulie basse. On accentue un petit peu plus sur l'intérieur et le milieu du dos. On engage plus les trapèzes inférieurs et la partie supérieure du grand dorsal. Et je lui mets donc la note de A. Il était à 2 doigts d'être en A+. On enchaîne avec un autre exercice. Un peu moins à la mode, mais c'est toujours un grand classique des exercices du dos, c'est le tirage horizontal avec appui cette fois-ci sur les pieds. Alors il y a deux écoles, strict ou avec mouvement du buste. Aucun souci, c'est juste que vous bossez la zone lombaire en statique ou en dynamique. Si vous êtes gainé et uniquement, vous pouvez aller chercher quelques reps trichés grâce au mouvement et n'ayez pas peur de bouger. Mais allez-y progressivement, c'est pas une presse non plus. Et je mets donc la note de A parce qu'à défaut d'avoir un profil de résistance optimal, vous n'avez pas cet appui sur la cage thoracique qui va vous comprimer et vous gêner. Et moi, je trouve toujours intéressant d'aller chercher 1 à 2 reps un peu trichés.
toujours en contrôlant. On continue avec le fondeur. Certains l'appellent aussi pullover à la poulie. Alors, très bon exercice d'isolation, super étirement du grand dorsal, grand rond, à la barre coudée, à la corde, à la barre classique. Mais c'est pas toujours facile de ressentir et de bien faire le mouvement chez les débutants. Par pitié, s'il vous plaît, arrêtez de serrer les jambes comme ça. Il y a pas vraiment d'intérêt. Je mets donc la note de B. On continue avec le pullover, le classique. L'exercice en lui-même, il est intéressant, mais le profil de résistance, c'est éclaté au sol. Pourquoi? C'est très dur en bas et ça devient très vite facile au fur et à mesure vous montez l'haltère. Par contre, il est très intéressant pour ouvrir la cage thoracique, mais je vous conseille vraiment de le faire à la sensation et de mettre léger. C'est pas avec ça que vous allez faire le plus de viande, je mets donc la note de C. On enchaîne avec le face pull. Alors c'est pas uniquement un exercice pour le dos, on bosse aussi beaucoup les deltoïdes postérieurs, mais je l'ai mis parce que déjà il y en a beaucoup qui font des séances pull. Donc dans votre séance pull, vous bossez l'arrière des épaules avec le dos, mais pas que. Il est très bien pour le haut du dos, trapèze moyen supérieur, rhomboïde, mais aussi la fameuse coiffe des rotateurs qu'il faut à tout prix bien entraîner et ménager grâce notamment à l'échauffement. En fait, c'est un banger d'une pour prévenir les blessures, notamment de l'épaule, mais aussi important pour améliorer la posture et se redresser. On continue avec l'extension de buste et là on est sur une toute autre zone du dos qui va bosser et c'est indispensable si on ne fait pas de soulevé de terre, de squat, de front squat, de rowing, bref, d'exercices où on bosse le bas du dos, que ce soit en statique ou en dynamique. Et en fait, même si vous en faites, c'est important de renforcer cette zone qui souvent est limitante sur justement les exercices polyarticulaires comme le squat, le rowing, le soulevé de terre, etc. Et d'ailleurs, vous remarquez que souvent les blessures sur ces mouvements-là, elles arrivent en bas du dos. Mais malheureusement, je lui mets un C parce qu'au niveau de l'hypertrophie du dos, c'est pas ce qui fera la diff. On continue avec le shrug. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai hésité entre lui mettre la note de A et D. Parce que je le déteste, mais en même temps, il est très efficace pour les trapèzes supérieurs. Je le trouve inutile parce que très peu de pratiquants, pour moi, manquent de trapèze supérieur, mais en même temps, il est très efficace pour cette zone. Je veux pas le promouvoir parce que la plupart des pratiquants ont un déséquilibre justement entre les trapèzes supérieurs et les trapèzes inférieurs, ce qui est mauvais pour la santé de votre dos. C'est un exercice qui est très satisfaisant parce que vous allez pouvoir mettre très lourd, mais attention aussi au tassement vertébral, mais aussi la compression des nerfs cervicaux et il y en a certains. Si vous vous demandez pourquoi vous avez des douleurs, des maux de tête, ça peut venir de là. Bref, cet exercice au final, il est excellent si vous n'avez pas de trapèze supérieur, mais je vous crois pas. Au final, je mets la note de A. Et pour terminer, voici l'exercice qui semble être le plus intéressant pour l'hypertrophie. Mais attention, uniquement si la convergence est bonne, si vous êtes bien bloqué par les cuisses, si vous êtes à l'aise dessus. Et oui, vous l'avez compris, c'est le tirage vertical à la machine convergente qui repart avec la note de A+. Et pour sa version unilatérale avec poignée rotative, on lui met A++ avec les félicitations du jury. Et là, vous voyez le jury qui applaudit, ébahi, avec les yeux ouverts devant cet exercice lisse et sans âme. Bref, je rigole, mais vous allez comprendre comment je vais retourner le classement et peut-être que cet exercice va perdre un peu des points. Attendez, j'ai failli oublier un de mes préférés du rowing, c'est la version avec les haltères. On enlève pas mal des inconvénients de la barre, on place les poignets dans une position bien plus anatomique et on peut gérer une petite rotation. Il est top et je le mets en A. Pour l'hypertrophie, vous avez votre classement. Je vous invite à faire une capture d'écran si votre seul objectif, c'est de développer votre dos et d'avoir le dos le plus énorme possible. Il y en a peut-être qui sont choqués. Ouais, le soulevé de terre, il est où? Il n'y a pas de deadlift. Alors nous, le deadlift, le soulevé de terre, on le met dans les séances jambes parce que c'est beaucoup plus pratique. La plupart des gens, vous faites des séances upper, des séances lower. Ou alors vous faites du push-pull legs. Et même pour la plupart des splits, en fait, sauf exception, dans une programmation logique, je vous conseille de mettre vos soulevés de terre dans les séances bas du corps, dans les séances jambes. Il y a des cas de figure où on pourrait le mettre avec le dos, mais on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Maintenant, en une minute, je vous explique pourquoi moi je me fie pas à ce classement et les raisons pour lesquelles j'en fais un deuxième avec d'autres critères. Si vous voulez plus d'explications, encore une fois, allez regarder la vidéo pour les pecs, j'ai vraiment beaucoup plus détaillé. Donc nous, avec PJ, en tant qu'athlète, en tant que coach, on voit pas la musculation comme un patchwork de muscles à gonfler les uns après les autres. On cherche à être complet, fonctionnel, solide, esthétique, volumineux, bien sûr. Mais pas seulement à la salle, dans la vie réelle aussi. Donc dans mon classement personnel, je vais privilégier les exercices polyarticulaires et libres plutôt que les exercices d'isolation et les exercices guidés. Vous avez quelques explications dans le tableau, mais c'est surtout en gros pour stimuler plus de groupes musculaires, mettre plus lourd et avoir plus de résultats en moins de temps.
Regardez le comparatif des charges libres vs machines. C'est vrai qu'avec les machines, les mouvements sont plus propres, c'est plus ciblé, mais elles vont jamais remplacer le contrôle moteur ni la coordination que peuvent vous apporter des charges libres. Parce que le jour où tu dois monter un frigo au 3e étage, tu vas pas choisir l'angle, la prise, la position. Attention, on crache pas sur les exercices d'isolation. Ils peuvent être même très intéressants, mais surtout pour corriger un retard musculaire, pour ajouter du volume sans cramer le système nerveux, ou alors finir la séance avec un meilleur focus sur un exercice et de meilleures sensations. Et c'est donc avec ces 3 critères qui sont le transfert de force, le travail global et la satisfaction apportée par un exercice que je vais monter d'un cran tous les exercices polyarticulaires libres et descendre d'un cran tous les exercices d'isolation guidée. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran si vous êtes intéressé par ces critères-là. Mais quoi qu'il arrive, ne prenez pas ces classements au pied de la lettre. Faites marcher votre cerveau. Et j'en vois déjà arriver. C'est quoi le meilleur exercice pour faire marcher le cerveau? Et n'oubliez pas qu'un exercice, il peut être moyen, mais au bon moment, dans une bonne séance, il peut être stratégiquement redoutable. J'avais donné un exemple dans la vidéo PEC, je ne vais pas le refaire, allez la voir si ça vous intéresse. Moi, dans une séance pool ou une séance dos, oui, les 2-3 premiers exercices, ils vont venir souvent du haut du classement. Mais ensuite, vous devez aussi choisir en fonction de ce que vous allez faire d'autre dans la séance. Si vous allez bosser les épaules, si vous allez bosser les biceps. Bref, comprenez qu'un exercice mal noté peut être parfait pour faire la transition entre le travail du dos et d'un autre muscle. Et encore plus que le choix de l'exercice, ce qui va être le plus important, c'est le nombre de répétitions, le temps sous tension, les temps de repos, l'intensité que vous allez mettre. Et je vous invite à aller voir la vidéo sur la durée d'une séance idéale. Et là, vous allez comprendre justement ce qui est primordial. Comme promis, je vous propose une séance dos parfaite, dans le sens où on va bien bosser la largeur, mais aussi l'épaisseur du dos. Alors, on peut pas travailler le grand dorsal en largeur ou en épaisseur, parce que j'entends des absurdités et de la part de coach. Parce qu'en fait, quand tu cherches à développer la largeur, tu vas plus focaliser le travail sur grand rond, grand dorsal, même si bien sûr en s'hypertrophiant, ils vont aussi gagner en épaisseur. Et quand tu cherches justement à gagner en épaisseur, là, tu vas focaliser ton travail plus sur les rhomboïdes, les trapèzes ou même les extenseurs du rachis. Et on commence tout simplement la séance avec un échauffement et une activation de l'infraépineux. Les gars, c'est primordial si vous voulez pas être bloqué pour des blessures. Parce que c'est un muscle qui est pas assez préparé, qui est souvent maltraité et peu considéré, alors qu'il est très important pour la santé de l'épaule et du dos. 2 à 3 fois 15 répétitions avec 45 secondes à 1 minute de récup. Le but, c'est pas de charger, c'est d'aller chercher la sensation, la brûlure et surtout l'activation. Premier exercice, on part sur du rowing aux haltères avec la petite rotation du poignet. 3 fois 6 à 8 répétitions. 3 minutes de récupération entre chaque série. On enchaîne avec un tirage horizontal unilatéral à la machine convergente. 3 fois 6 à 8 répétitions encore une fois et 3 minutes de récupération. On continue avec un tirage vertical cette fois-ci en unilatéral à la machine convergente. 3 fois 10 répétitions et seulement 2 minutes de récupération. On enchaîne avec un face pull en bicep avec un pullover strict et contrôlé. 3 fois 12 plus 12 et on prend 1 minute 30 de récupération. Et pour terminer, alors ça commence peut-être à faire beaucoup, c'est facultatif, mais vous pouvez vous faire un petit finisher en fondeur. 3 fois 12 répétitions, 1 minute de récupération. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est une séance parfaite pour le dos. Mais c'est une parmi tant d'autres. Il y a plein de très bonnes séances pour le dos. Arrêtez de vouloir trouver l'exercice parfait, il n'existe pas. C'est en fonction de vous, vos ressentis, votre planif. Vous devez comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on se casse la tête à faire ce genre de vidéo là. Moi personnellement, quand je bosse le dos, je vais faire 3 voire 4 exercices grand maximum. Parce que je fais jamais une séance dos uniquement. La plupart du temps, c'est des séances upper ou pull. Et les gars, encore plus important que les exercices, c'est les conseils que je vais vous donner là pendant l'exécution de ces exercices. Vous allez voir, vous allez les appliquer et pour ceux qui vont le faire, ça va vraiment être game changer. Alors souvent ça arrive, mais des bras ou des trapèzes qui sont trop forts, qui prennent le dessus sur le grand dorsal, en fait, ils vont tout simplement limiter leur développement. Il va donc falloir réduire le travail des trapèzes et des bras et ça passe par mettre moins lourd et mieux travailler le mouvement. Donc, pour attraper un dos en retard, privilégiez la sensation plutôt que de vouloir mettre plus lourd. Attention, hein, on parle bien si vous avez un point faible, si vous avez un déséquilibre, sinon on charge. Et si vous êtes débutant, que vous voyez que votre dos se développe de manière harmonieuse, alors vous continuez. C'est uniquement si vous voyez qu'il y a des déséquilibres que là, vous allez commencer à adapter. Mais arrêtez de vouloir tout millimétrer avant même d'avoir pu faire un bilan. Donc restez sur la base, poussez lourd, enfin tirez lourd, parce que souvent ce genre de personnes très minutieuses, c'est ce qui vous manque en fait, cette intensité. Maintenant c'est possible aussi que vous ayez un déséquilibre entre le grand rond et le grand dorsal parce qu'ils se mettent souvent en compétition. Vous pouvez très bien utiliser la pré-fatigue ou la post-fatigue. La pré-fatigue quand vous êtes débutant et plutôt la post-fatigue quand vous êtes avancé. Pour accentuer le travail sur le grand rond, vous pouvez très bien faire par exemple un half fly inversé.
Et pour accentuer le travail sur le grand dorsal, vous pouvez faire des rowing, bûcherons à la poulie ou même des inclinaisons de buste à la poulie. Je vous l'ai dit pendant le classement, mais c'est toujours intéressant d'avoir des poignets qui puissent tourner et vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise et vous pouvez gagner en amplitude et en contraction. Sur l'étirement, allez chercher la pronation, voire la surpronation, et sur le tirage, rapprochez-vous plus de la supination. Vous avez vu aussi que c'était très intéressant de bosser en unilatéral pour le dos, notamment pour gagner en amplitude. Mais il y a quand même des inconvénients à bosser en unilatéral. Déjà, vous augmentez le temps de travail, donc le temps de séance. On n'a pas tous du temps illimité à passer à la salle et moi, j'en fais partie. Mais le fait aussi de doubler ce temps de travail, ça va souvent vous pousser à limiter l'intensité. En tout cas, personnellement, je trouve beaucoup plus dur de mettre une intensité phénoménale sur un exercice en unilatéral et de le mettre de la même manière des deux côtés plutôt que quand on est en bilatéral. Et pensez aussi à alterner sur le premier côté qui bosse, d'une séance à l'autre, d'un exercice à l'autre. Maintenant, n'oubliez pas que même si je vous bombarde de théorie, d'études, rien ne surpassera l'expérience. Le muscle, il comprend pas la théorie, seulement l'assiduité, les contraintes, les tensions. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a transformé plus de 100 000 élèves. Alors oui, si en ce moment vous nous voyez peut-être un petit peu moins sur les réseaux, c'est pour ça, parce que nous, on les suit vraiment. Et si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras sûrement Apollon 2.0 parce que en plus de sortir avec la meilleure transformation de ta vie, c'est une vraie formation sur la muscu où tu vas apprendre énormément d'un point de vue théorique, mais tu prendras aussi beaucoup d'expérience avec les différents cycles qui évoluent toutes les 2 semaines. L'expérience, tu vas l'apprendre à l'entraînement, mais aussi dans l'assiette, avec la nutrition, parce que l'un est aussi important que l'autre, et bien sûr comment gérer tout ce lifestyle. Maintenant, à vous de choisir quel muscle on va traiter dans la prochaine vidéo. J'attends vos commentaires. Je remercie aussi les 2 directeurs d'université qui nous ont contactés pour pouvoir justement utiliser ce genre de vidéo pour leurs élèves. Parce que pour nous, c'est un honneur. Si ça vous a plu de votre côté aussi, et uniquement si, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. On va essayer encore d'augmenter la qualité de nos vidéos et la simplicité parce qu'on n'est pas là pour étaler du savoir. On est là pour que vous compreniez les choses clairement. Bref, c'était Alex. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, gardez la pêche.